Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le Private Equity. Aujourd'hui, nous allons donc explorer cette classe d'actifs et ce qu'elle peut apporter dans une allocation. Pour nous accompagner lors de cette exploration, nous avons Clément Legui, responsable partenariat chez Altaroc. Bonjour Clément. Bonjour Maxime. À peine 1% des Français est investi dans le Private Equity alors que ce type d'actif est bien plus répandu outre-Atlantique. Au cours de ce webinaire, nous allons donc tenter de répondre aux questions suivantes. Quand et comment investir dans le Private Equity ? Quelles sont les spécificités de cette classe d'actifs et pourquoi mérite-t-elle particulièrement votre attention? Nous aborderons également les avantages et les risques associés à ce type d'investissement. Je vous rappelle à tous que vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire et que nous y répondrons à la fin. Pour commencer, Clément, rappelez-nous exactement ce qu'est le Private Equity et en quoi il se distingue des autres classes d'actifs. Alors, le Private Equity consiste simplement à investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Un fonds de Private Equity va acheter une société et accompagner son développement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une classe d'actifs qui est historique, qui existe aux États-Unis depuis plus de 60 ans, en Europe depuis une quarantaine d'années, et qui se développe depuis un peu plus de 15 ans en Asie. L'ambition de base d'un fonds, c'est d'acheter une société, de la développer sur un business plan, soit 5 à 7 ans, et de la revendre en ayant fait une plus-value. L'ambition de base, c'est j'achète une société et je double la valeur à la revente, donc à l'issue du business plan. Historiquement, c'est une classe d'actifs qui est une classe d'actifs institutionnelle. Donc, les fonds de pension, les fonds de notation, les caisses de retraite européennes, les banques et les compagnies d'assurance investissent depuis, donc on l'a dit, un peu plus de 60 ans aux États-Unis sur cette classe d'actifs et une quarantaine d'années en Europe. C'est une classe d'actifs qui est nouvellement accessible à un investisseur privé en France. La loi Macron en 2015 et la loi Pacte ont ouvert cette possibilité. Et c'est pour ça qu'on est ici ensemble, pour justement évoquer la manière dont on peut investir en private equity. Dernière chose, il faut avoir en tête que les fonds de private equity s'intéressent à toute typologie d'entreprise et on distingue ces typologies en fonction de la maturité des entreprises qui sont accompagnées. Vous connaissez le venture capital, là on accompagne une entreprise qui est très immature, on accompagne un projet, une idée. Les entreprises de growth sont des entreprises qui sont accompagnées par des fonds qui vont les aider dans un stade de développement, c'est-à-dire une entreprise française va essayer d'adresser un marché européen, une entreprise européenne adresser un marché mondial. Les entreprises sous LBO sont des entreprises plus matures et les fonds vont continuer à développer la société qu'ils achètent. Et puis, on a du capital retournement qui, là, s'intéresse à des entreprises qui ont des difficultés et donc les fonds les achètent pour les aider à se redresser. Nous, chez Altaroc, je trahis un petit peu le secret, mais on investit que dans des entreprises qui sont des fonds de growth et de buyout. Pourquoi? Parce que ce sont les deux classes d'actifs qui, pour nous, présentent le meilleur couple rendement-risque pour un investisseur privé. Et en quoi le private equity se distingue des autres titres d'investissement plus classiques? Alors, la première chose, je dirais, c'est l'horizon d'investissement. Un fonds de private equity, typiquement, a une durée d'investissement d'une dizaine d'années, de 10 ans. Et ça va de pair, mais il y a une certaine illiquidité sur cette classe d'actifs. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand un fonds achète une société, on l'a dit, il l'accompagne sur un business plan, un horizon de 5 à 7 ans, mais il déploie son capital, donc il achète des sociétés au fur et à mesure qu'il les trouve, qu'il trouve ses opportunités. Ça peut prendre 4 à 5 ans. Donc, il y a un horizon de temps qui est long en private equity qu'il ne faut pas négliger. Et un fonds a une dizaine d'années de durée de vie. Pourquoi? Parce que les entreprises qui sont achetées en année 1 seront vendues en moyenne en année 5, les entreprises qui sont achetées en année 2 en moyenne en année 6, etc., etc. Donc, il faut se laisser le temps en private equity d'acheter des sociétés, de les revendre et de générer de la performance. Enfin, ce qui distingue, je pense, la classe d'actifs, c'est le potentiel de performance historique de cette classe d'actifs. Il y a une prime d'illiquidité, puisque la classe d'actifs est illiquide. Un investisseur qui aurait le choix entre deux investissements, un liquide et un illiquide, et qui générerait la même performance, n'aurait aucune raison d'aller chercher un investissement illiquide. Donc, il y a une prime d'illiquidité qu'il faut payer. On parle de prime en finance, c'est une surcouche de rendement qui est offerte par cette classe d'actifs en contrepartie de l'illiquidité de la classe d'actifs. Donc, si on parle performance, justement, et performance historique de cette classe d'actifs, entre 2014 et 2023, est en moyenne, en France, selon France Invest, de 13,3%. Comment expliquer cette surperformance par rapport aux marchés financiers qui seront plutôt sur cette même période entre 8 et 10% en fonction des indices boursiers que vous viserez? Oui, alors je tiens à rappeler en préambule que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que la classe d'actifs est une classe d'actifs qui comporte des risques, dont le risque de liquidité et de perte en capital.
Par contre, il est vrai, hein, sur les 10 dernières années, à fin 2023, on a un TRI moyen des fonds de private equity français de plus de 13%. Deux choses là-dessus. La première, c'est que, alors, ça, c'est les performances du marché français. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les performances des fonds américains sont un peu plus élevées encore que les performances des marchés français, parce que je dirais que le cadre juridique fiscal est plus business-friendly aux États-Unis qu'en France, qu'en Europe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment on explique ces performances, cette surperformance? Alors, là, tu as pris une période de temps sur les 10 dernières années qui a bénéficié de taux assez bas. Et donc, qui dit taux bas dit favorisation des actifs, des rendements des actifs. Hein, on l'a vu en immobilier, on l'a vu sur les marchés actions. C'est également vrai sur le private equity. Les taux bas ont favorisé les actifs, la performance des actifs. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un peu de recul par rapport aux performances et se dire que, voilà, on va regarder sur beaucoup plus longue période. France Invest, qui est l'association française du private equity que tu mentionnais, regarde les performances du marché du private equity français depuis 1987. Et la performance moyenne historique depuis 1987, performance annuelle, c'est 11,7% de TRI. Donc, je dis autrement, en moyenne, les fonds de private equity ont généré 11,7% de performance par an depuis 1987. Pourquoi et comment ? Il y a un certain nombre de leviers de création de valeur en private equity que n'ont pas les fonds cotés et qui expliquent la surperformance de la classe d'actifs versus marché coté. Cette fameuse prime de liquidité, on y revient. On a dit il faut du temps pour générer de la performance et ce temps, ça se paye, grosso modo. Cette prime de liquidité, il faut la rémunérer. La deuxième chose, c'est la gouvernance qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand un fonds de private equity achète une société, il ne fait pas juste lui fournir du capital et attendre la durée d'un business plan pour ensuite constater la perte ou le gain sur la valeur. Il l'accompagne au quotidien. Un fonds de LBO contrôle la société qu'il achète. Donc, il a une prise sur le management, il impulse des décisions stratégiques et donc, il se met d'accord sur un business plan avec le management et il se dit, voilà, à horizon 5, 6 ans, 7 ans, je veux arriver à tel niveau de performance, tel niveau de résultat. Donc ça, c'est primordial parce que le fonds est là pour accompagner la société qu'il achète, qu'il achète. L'accompagnement, moi j'aime bien ce terme aussi qui est utilisé par Frédéric Stollard, notre cofondateur. Le fonds de private equity, quand il achète une société, c'est du compagnonnage, c'est-à-dire qu'il l'aide, c'est un peu son sparring partner, c'est-à-dire qu'il l'aide dans les décisions stratégiques à prendre la bonne décision. Il remet en cause et en question les décisions du management, mais non pas de manière négative, mais pour l'aider à aller plus loin, plus vite, plus haut. Donc, il y a un vrai accompagnement du compagnonnage, vraiment, qui permet aux sociétés qui sont acquises par des fonds eh bien, de développer leur plein potentiel. Parce que, rappelons-le, hein, un fonds qui achète une société, c'est qu'il décèle dans cette société un potentiel qui est inexploité, donc il est là pour justement le révéler, ce potentiel. Il y a un alignement d'intérêts aussi qui est primordial dans les fonds de private equity, c'est-à-dire que en général, quand un fonds achète une société, il convie le management, il fait en sorte que le management soit actionnaire de sa propre société. Et il y a une anecdote qui paraît triviale, hein, mais qui fait sourire souvent, mais quand le management devient actionnaire de sa propre société, ou quand que ce soit le management ou tous les salariés, le soir, quand tu quittes ton bureau, tu éteins la lumière. En fait, le prisme change complètement quand tu es toi-même investisseur dans ta propre société. Je pense que tu as une volonté de développement de cette société qui n'a rien à voir quand tu es un simple pion, entre guillemets, et que tu n'es pas actionnaire de ta société. Et puis, enfin, c'est non exhaustif, mais il y a d'autres recettes, d'autres leviers de création de valeur. Il y en a un auquel je pense, c'est la consolidation. Souvent, les fonds de private equity achètent des sociétés et ont pour but de consolider le business, c'est-à-dire qu'ils ont en tête des concurrents. Ils achètent par exemple le numéro 2, le numéro 3 du secteur et ils ont en tête qu'ils peuvent acheter également le numéro 5, 6, 7 pour consolider, faire en sorte que la société gagne des parts de marché, soit plus solide. Et donc, la croissance qui s'ensuit est beaucoup plus importante que dans une société isolée. Dernier petit point, et je finirai par là parce que la liste est non exhaustive, mais il faut aussi avoir en tête que quand un fonds achète une société, il a aussi en tête la sortie. C'est-à-dire à qui je vais revendre ma société. Et souvent, l'exit, donc la sortie privilégiée par les fonds, c'est la revente à un acquéreur stratégique, souvent un industriel, qui est prêt à payer une prime stratégique de l'ordre de 10 à 15% pour acquérir cette société parce que ça consoliderait sa position dominante, par exemple, dans le secteur. Donc, il y a plein de raisons qui font que les fonds de private equity arrivent à générer de la valeur là où les marchés cotés ont moins de levier.
Merci pour ces explications. Maintenant, on a pu le voir, le fonds de private equity est quand même un peu particulier par rapport à un investissement classique. Donc, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne un fonds de private equity et quels sont les mécanismes de base Oui, alors effectivement, je pense qu'il faut distinguer 3 périodes dans la vie d'un fonds de private equity. La première, c'est la période de levée de fonds. C'est-à-dire qu'un fonds va lever du capital pendant 12 à 18 mois. Pendant cette période-là, donc, il consolide les promesses de dons, entre guillemets, des investisseurs. Et à l'issue de cette période, il clôture le fonds. Une fois que cette période est finie, cette période de levée, il va déployer son capital. C'est la période d'investissement. Donc, j'ai identifié des cibles. Quand je parle de cibles, c'est des sociétés que je vais acheter. Et ça, le fonds met entre 4 et 5 ans pour acheter les sociétés en question. Donc, tu as déjà un lissage des points d'entrée puisque le fonds achète des sociétés au fur et à mesure qu'il trouve les opportunités. Encore une fois, ça prend 4 à 5 ans. Ça, c'est la période d'investissement. Donc, appel de fonds progressif. Et si demain, vous avez des clients qui souhaitent investir en private equity chez Altaro, les appels de fonds progressifs sont mis en place également dans nos produits. C'est une spécificité. Mais les distributions sont également progressives. Quand je parle de distribution, ce sont finalement les produits de cession des sociétés qui sont vendus par les fonds. J'achète une société l'année 1, je la développe jusqu'à l'année 5-6, un business plan, et à l'issue de ce business plan, je la revends. Et je redonne à mes investisseurs la quote-part de la plus-value, si plus-value il y a, bien sûr, qui a été générée par cette opération, tout simplement. Donc, 3 périodes. Période de levée, 12 à 18 mois. Période d'investissement, j'achète des sociétés, 4 à 5 ans. Période de désinvestissement, 4 à 5 ans, 5 ans en moyenne également. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que l'investissement donc se fait de manière progressive. Les fonds investissent de manière progressive, donc ils demandent également cet investissement progressif aux clients. Et les désinvestissements, les reventes de sociétés sont également progressifs. Ce qui change des marchés cotés où demain, votre client investit sur un fonds action ou un ETF, eh bien, son capital varie de manière immédiate au gré des marchés. Là, appel de fonds progressif, distribution progressive. Merci. Vous parlez beaucoup de faible liquidité. Du coup, la question qu'on peut se poser côté investisseur privé, c'est-à-dire que vous avez parlé des classes historiques et l'investisseur institutionnel, mais côté investisseur privé, comment il doit envisager ce type d'investissement et est-ce que c'est vraiment adapté pour ce type de clientèle? Alors, ça c'est une bonne question. Je pense qu'il faut voir les choses sur un prisme long terme. Je m'explique. Je pense que le private equity est adapté à la poche longue d'une allocation d'un client. Quand je parle de poche longue d'une allocation, le client doit investir, on peut investir en private equity une somme dont il n'a pas besoin à horizon 5-7 ans. Voilà. Pourquoi? On en revient au basique. Le fonds prend du temps pour acheter des sociétés, les développer et les revendre. Donc, il y a une illiquidité de 5-7 ans dans un fonds de private equity. Et d'ailleurs, la période de détention d'un fonds, c'est 10 ans. La durée de vie d'un fonds, c'est 10 ans. Donc, le private equity est adapté à la poche longue d'une allocation. On ne doit pas investir en private equity si on a un horizon court terme, tout simplement. Et après, par contre, ça ne veut pas dire que le private equity n'est pas adapté à n'importe quel investisseur. Je pense vraiment qu'il faut voir ça sur, voilà, même un investisseur qui a un patrimoine, je dirais, raisonnable, peut investir une part de son allocation en private equity. Il y a des solutions assurantielles à partir de 1 000 €. Nous, notre FPCI est accessible à partir de 100 000 €, 20 000 € par an pendant 5 ans. Mais encore une fois, prisme long terme, on investit en private equity la quote-part de son patrimoine dont on n'a pas besoin sur un horizon long. Donc, si je comprends bien, cette classe d'actifs est réellement dédiée à des investisseurs long terme. Mais y a-t-il un type de profil investisseur particulier? Non, il n'y a pas d'investisseur particulier. Après, on peut investir en private equity en ayant en tête d'avoir, je dirais, différentes stratégies patrimoniales. On peut investir en private equity déjà pour préparer sa retraite. On peut investir en private equity pour se constituer un patrimoine à un horizon donné. On peut investir en private equity pour aller chercher cette performance qu'on évoquait et diversifier son portefeuille. Donc vraiment, je pense pas qu'il y ait encore une fois un investisseur type qui investirait dans cette classe d'actifs. C'est une classe d'actifs adaptée pour moi à tout type d'investisseur, mais avec ce prisme liquidité, donc poche longue de son allocation encore et toujours. Alors vous avez parlé, on va revenir un peu sur la période d'investissement, vous avez parlé tout à l'heure de taux bas qui ont favorisé le private equity. On a eu quelques années avec des hausses de taux connues. Aujourd'hui, les taux baissent. On parle un peu du coup de renouveau de private equity. Est-ce que vous pensez réellement que le contexte est favorable pour ces investissements? Et si oui, du coup, pourquoi? Alors, effectivement,
Ce qui s'est passé, c'est effectivement qu'on a vécu quand même une période de 10 ans où les taux étaient extrêmement bas, et cette période de taux bas a favorisé n'importe quelle classe d'actifs, sauf la classe d'actifs obligataires, mais les marchés actions ont bénéficié de ces taux bas, le private equity également, l'immobilier également, puisqu'on pouvait emprunter à des taux extrêmement bas. Bref, là, les taux ont quand même largement remonté, et qui dit augmentation des taux dit baisse des valorisations. On a atteint un point haut des valorisations en private equity dans les années 2021. Là, ce qu'on a vu depuis 2021, c'est que les valorisations ont plutôt une tendance baissière. Donc, entre 2021 et fin 2023, on a eu une baisse des valorisations moyennes autour de, on va dire, entre 20 et 25%. Il y a un indice de valorisation qui est calculé par une société qui s'appelle Argos, l'Argos Index, sur le mid-market européen, donc les entreprises de taille intermédiaire européennes, et qui nous dit que par rapport au point haut, on était autour de 12 fois l'EBITDA de valorisation. Là, on est redevenu à des niveaux de valorisation autour de 8,9 fois. Donc, on a eu une baisse des valorisations. Donc, pour répondre à votre question, c'est simple. En 2021, on a atteint un pic de valorisation. Donc, par rapport à 2021, en 2023, la période est quand même plus propice puisqu'on investit à des niveaux de valorisation plus faibles. Donc, en relatif par rapport à 2021, la période est plus propice. Par contre, je voudrais insister sur quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de market timing en private equity. Le market timing, c'est est-ce que c'est le bon ou le mauvais moment d'investir? Pourquoi? Je peux te dire qu'effectivement, en 2021, les valorisations étaient peut-être un peu hautes et que par rapport à 2021, là, on est peut-être mieux. Par contre, les fonds, encore une fois, on l'a évoqué, déploient leur capital sur 5 ans. Donc, c'est très long, 5 ans. Donc, on va être exposé, quand on investit sur un millésime Altaroc en 2024, on va être exposé entre l'année 24 et 25, 26, 27, 28, 29. Tu vois? Donc, il y a un lissage des points d'entrée structurels à la classe d'actifs, puisque les fonds déploient de manière structurelle, de manière progressive. Donc, il n'y a ni de bon ni de mauvais moment en private equity. Je pense que les économistes s'arrachent déjà assez les cheveux pour savoir quelles seront les politiques monétaires à horizon 2-3 mois. Là, le fonds investit sur 5 ans. Donc, est-ce que c'est le bon ou le mauvais moment d'investir? Je pense qu'il n'y a ni de bon ni de mauvais moment. C'est toujours le bon moment ou c'est toujours le mauvais moment. Mais je pencherai plutôt sur la première question, puisque là, relativement au point haut qu'on a connu, on est de retour sur des niveaux de valorisation moyens. Puisque c'est le bon moment pour investir sans private equity, parlez-nous de la solution que vous proposez, vous, chez Altaroc, et en quoi elle se distingue particulièrement sur le marché. Alors, nous, la société de gestion Altaroc, la société de gestion existe depuis 1972. Elle a été créée par Maurice Chignot. À l'époque, elle s'appelait Amboise Partners. Maurice Chignot, qui est l'un des 3 cofondateurs d'Apax Partners, l'un des plus gros fonds de LBO européens. Et elle a été également cofondée par Frédéric Stollard, un des personnages emblématiques de la gestion en private equity mid-market européen. Donc, la première chose qui nous distingue, c'est l'expérience de nos fondateurs, qui sont des investisseurs institutionnels, qui géraient des fonds institutionnels historiquement. Donc, Maurice a plus de 50 ans d'expérience en private equity, Frédéric, un peu plus de 30 ans. Donc, vraiment, on a une équipe de sélection. Ils sont suppléés par 2 sélectionneurs de fonds de métier qui travaillaient avant pour UBS et MetLife, donc un gros assureur. UBS, tout le monde connaît, et MetLife, qui est un gros assureur vie américain. Et Dimitri travaillait chez Ardent et Indosuez avant. Donc, on a une équipe de sélection qui est très solide, l'une des plus solides de la place. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est je dirais, nos critères de sélection de fonds dans lesquels on va investir. Il y a une grande disparité de performance, donc un écart de performance énorme entre les fonds, ce qu'on appelle du premier quartile mondial en private equity, qui sont donc les 25% des meilleurs fonds mondiaux, et le reste, et même les fonds du second quartile. Et donc, nous, notre spécificité chez Altaroc, c'est qu'on a cette capacité à pouvoir investir dans ces fonds du premier quartile. Pour te donner un ordre d'idée, sur les 20 dernières années, les fonds du premier quartile mondiaux de growth et buyout, qui sont les 2 segments qu'on cible, ont généré plus de 20% de TRI net par an. Quand la moyenne du private equity, donc ce qu'on appelle le bas du deuxième quartile, a généré aux alentours de 13%. Donc 20, plus de 20, 13%. Donc il y a un écart de performance phénoménal. Et nous, chez Altaroc, on a cette capacité via l'expérience et l'expertise de nos fondateurs et de l'équipe de sélection d'aller chercher, d'aller investir dans ces fonds du premier quartile mondial. Notre leitmotiv chez Altaroc, c'est de vous construire tous les ans un portefeuille clé en main de private equity, donc de qualité institutionnelle. Quand je parle de qualité institutionnelle, ce sont des fonds historiquement souscrits par des investisseurs institutionnels, donc des caisses de retraite, des caisses de retraite européennes, fonds de pension, fonds de dotation, assureurs ou banques pour leur bilan.
On a un portefeuille qui est également, on a une vision très patrimoniale de la construction du portefeuille et on cherche une diversification optimale, donc une diversification par stratégie de gestion, une diversification par nombre de sociétés en portefeuille, entre 150 et 200 sociétés, une diversification par zone géographique. On a un portefeuille 45% américain, 45% européen et 10% Asie, reste du monde, et une diversification par secteur d'activité qu'on va adresser. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une récurrence des cash flows qui soit la meilleure possible. Bien évidemment, rien n'est garanti, mais l'expérience de Frédéric, de Maurice et du reste de l'équipe nous amène à construire ce portefeuille le plus diversifié possible parce que on a conscience que, en fait, on a construit ce portefeuille pour des clients privés et pas pour des clients institutionnels. Donc, on veut que le couple rendement-risque du portefeuille soit le plus optimisé possible. Voilà, sur nos solutions, voilà, un best-of clé en main de private equity tous les ans. On va sélectionner sur les 4 à 5 000 fonds qui lèvent tous les ans, on va en sélectionner 6 à 7. Comment se passe le processus de sélection? 4 à 5 000 fonds. Nos critères quantitatifs en éliminent la grande majorité. Il en reste une centaine une fois qu'on applique nos critères quantitatifs. Donc 20 ans d'existence de la société de gestion, des fonds supérieurs à $1 milliard ou d'euros de taille, et puis 15% de TRI net de frais et 2 de multiples nets historiques sur les 20 dernières années. Donc vraiment des critères extrêmement, je dirais, solides, des critères draconiens de sélection. Une fois qu'on a appliqué ces critères, il reste une trentaine de fonds. Et sur ces 30 fonds, eh bien, on va, une fois qu'on a appliqué ces critères, il reste une trentaine de fonds. On applique des critères qualitatifs également et des critères de segmentation géographique, de choix de secteur, pardon. Et là, on va camper, donc on va en due diligence, on va étudier la trentaine de fonds pour n'en sélectionner que 5 à 7 qui sont pour nous ceux qui nous permettent de faire le portefeuille le plus diversifié, le plus complémentaire possible. Donc une approche par le risque également dans nos millésimes. Donc vous êtes un fonds de fonds de private equity. De façon à pouvoir donner l'accès à différents fonds à notre clientèle. Et le fonds de fonds pour aller chercher cette diversification et ce couple rendement risque optimisé. D'accord. Enfin, présentez-nous le millésime 2024 qui est en cours de commercialisation et quelles sont les opportunités qu'il présente pour nos investisseurs. Alors, l'ambition d'Altaroc, et c'est ce qu'on fait depuis 2021, là on a notre 4e millésime, c'est vraiment de construire un millésime par an. Donc un fonds par an qui regroupe 6 à 8 fonds par millésime. Donc il y a selon les critères que je t'ai indiqués, donc vraiment objectif, diversification, optimisation du couple rendement-risque. Ce qui peut, je dirais, différencier le millésime actuel, c'est 2 choses pour nous. C'est qu'on va aller se focaliser sur des fonds, ce qu'on appelle des fonds petits frères. Donc on va prendre des fonds de grosses plateformes, de grosses sociétés de gestion, qui gèrent plusieurs dizaines de milliards de dollars, qui ont des équipes très structurées, mais on va aller investir dans le fonds qui va aller adresser des sociétés de taille, je dirais, intermédiaire ou de petite taille. Pourquoi? Parce que les petits fonds de ces grosses plateformes ont des moyens que n'ont pas leurs concurrents, les fonds locaux, et donc ils ont un avantage compétitif pour aller sourcer les meilleurs deals et investir dans les meilleures sociétés. Donc, première stratégie en 2024, les fonds petits frères, donc des fonds qui appartiennent à des grosses sociétés et qui ont un avantage compétitif parce qu'ils sont sur un segment où ils ont assez peu de concurrents finalement. Deuxième élément, on en a parlé, mais la hausse des taux a fait que, eh bien, voilà, ça a eu un impact sur les valorisations du private equity et surtout, les performances historiques sont biaisées sur les 10 dernières années par des taux extrêmement bas. Donc, on a mis un point d'honneur à sélectionner des fonds dans le millésime 2024, et ce qu'on fera également dans les prochains millésimes, mais un point d'honneur à sélectionner des fonds qui ont réussi à générer de la performance avec très peu de levier, donc très peu de dettes, parce que les fonds de LBO, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, utilisent une part de dette pour acheter des sociétés. Là, on a fait vraiment attention à ce que les fonds dans lesquels on investit et générer une performance régulière sur très longue période avec un niveau de dette mesuré. C'est pas un gros mot d'avoir de la dette, loin de là, mais si sur les 10 dernières années, l'essentiel de ta performance venait d'un niveau de dette élevé, on est bien d'accord que sur les 10, 15, 20 prochaines années, ce ne sera pas reproductible. Donc on a eu ce focus très spécifique pour s'assurer autant que faire se peut, hein, rien n'est garanti encore une fois, mais s'assurer que voilà, les performances qui ont été générées par le passé, les sociétés dans lesquelles on investit, elles aient tous les moyens en leur possession pour continuer à générer ces performances du premier quartile. Merci en tout cas pour cette présentation. Maintenant, on va passer aux questions de nos auditeurs.
Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la fiscalité du private equity, s'il vous plaît? Oui, alors dans le cadre, si vous investissez dans un FPCI en tant qu'investisseur privé, eh bien vous allez être imposé à la flat tax sur les plus-values. Donc votre capital vous sera remboursé, on va dire en moyenne entre l'année 1 et l'année 7. Et au-delà de l'année 7, les plus-values seront fiscalisées à la flat tax, tout simplement. Merci. Quel est le minimum d'investissement en private equity via Altaroc? Alors, sur un FPCI, un fonds professionnel de capital investissement, l'AMF exige 100 000 euros de minimum. Pourquoi? Parce qu'il faut être considéré comme un investisseur averti. Ces 100 000 euros chez Altaroc sont subdivisés en cinq paliers, puisque vous êtes appelé de 20 000 euros par an pendant 5 ans. Ces 20 000 euros par an pendant 5 ans, ces appels de fonds progressifs correspondent peu ou prou au rythme d'appel de fonds des fonds sous-jacents. Donc, vous vous engagez sur 100 000 euros, mais la première année, on vous demande 20 000 euros, la deuxième année, 20 000 euros. Donc, vous vous engagez de manière très progressive. Merci. Selon vous, jusqu'à quel âge est-il raisonnable d'investir en private equity? Alors, ça, c'est une bonne question, mais vous pouvez tout à fait investir en private equity en étant âgé, je mets des guillemets. Demain, vous investissez en private equity et vous décédez, eh bien, les parts de votre fonds seront réintégrées à l'actif successoral et l'héritier, soit on est après les appels de fonds et il touchera les distributions, soit on est avant la fin des appels de fonds et dans ce cas, l'héritier devra assurer les appels de fonds. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais âge pour investir en private equity. Ça dépend vraiment de chacun et des velléités, de l'ambition de chacun, la manière dont on veut faire travailler son capital. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des frais relatifs à cet investissement? Oui, très clair. Écoutez, nous, on prend 2,5% de frais de gestion. Et les frais sont là pour rémunérer. Les frais de gestion sont là pour rémunérer, bien sûr, le travail d'Altaroc, le travail de sélection. Ces frais sont prélevés sur les 5 premières années sur l'engagement en private equity. C'est structurel à la classe d'actifs. Les fonds de private equity prélèvent des frais sur le montant de l'engagement, ce qui explique d'ailleurs la fameuse courbe en J que suit la trajectoire de performance des fonds. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand vous investissez dans un fonds de private equity, ce fonds-là n'a encore pas de société, n'a encore jamais investi dans des sociétés. Et donc, il faut financer le coût de due diligence, le coût d'étude de société qu'on va cibler. Je prends un exemple, vous avez une société cible, il y a peut-être 2 ou 3 fonds sur cette société-là, ça nécessite des coûts pour analyser cette société, c'est des coûts qu'il faut absorber et vous n'êtes pas sûr de gagner le deal. Donc, c'est des coûts qu'il faut absorber pour construire le portefeuille. Donc, les frais de gestion sont de 2,5% sur l'engagement sur les 5 premières années et sur la valeur liquidative sur les 5 dernières années. Merci. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom du fonds millésime 2024? Oui, alors nous, nos fonds s'appellent Altaroc Odyssée 2024, comme les précédents s'appelaient Altaroc Odyssée 2021, 2022, 2023, et le prochain qui sortira en avril, puisque on crée un fonds par an, s'appellera Altaroc Odyssée 2025. Merci. Est-ce qu'il est possible d'emprunter pour investir en private equity? Alors, la question on ne peut pas emprunter chez Altaroc. Alors après, est-ce qu'il y a des banques qui financent un investissement en private equity? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous, en tout cas, en interne, on n'a pas de solution qui vous permettrait d'emprunter chez nous et de faire du levier grâce à nous. Est-ce que certains établissements financent un investissement en private equity? Il faudrait creuser. Merci. Alors, vous dites que c'est un investissement risqué, mais est-ce qu'il y a une sécurité, un filet de sécurité dans ce placement, le capital investi, par exemple? Non, alors on n'est pas sur un produit structuré qui vous donne une sécurité. Il y a pas de. C'est comme si vous investissiez dans un fonds action coté. Il y a pas de seuil de sécurité. Par contre, tout l'intérêt, c'est d'aller chercher des fonds, en tout cas selon nous, des fonds historiques qui disposent d'une expérience, d'une expertise, qui ont un track record, donc un historique de performance depuis, en tout cas, plus de 20 ans chez nous, et qui, selon nos analyses, ont toutes les raisons et les moyens de pouvoir continuer à générer de bonnes performances dans le futur. Mais encore une fois, non, on ne garantit pas, ça reste du private equity. L'equity, c'est du capital, on prend des participations au capital de l'entreprise, donc il n'y a pas de coussin de sécurité. Merci. Alors, on sait que désormais, les gestions de ce mandat doivent investir en private equity, notamment via l'assurance vie. Est-ce que l'abondance de ces nouveaux clients ne va pas engorger le marché et obliger les gestionnaires de private equity à investir dans des sociétés qui pourraient être moins performantes, avec moins de potentiel? C'est une très très bonne question. J'y répondrai d'une manière extrêmement simple. En 2023,
le private equity à destination des clients privés a collecté un peu plus de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est ce que collecte un fonds qui s'appelle Bridgepoint qu'on a en portefeuille. C'est anecdotique aujourd'hui. 2023, 2 milliards d'euros de collecte de l'investisseur privé. Enfin, 2 milliards d'euros, les plus gros fonds actions cotées ou obligataires cotés collectent ça tous les ans dans leurs meilleures années. Donc, si demain on a 150 milliards de collecte en private equity, oui, peut-être que la question se posera. À l'heure actuelle, on est à des années-lumière d'avoir un engorgement et d'avoir, je dirais, une absence de deal, enfin voilà, une absence de deal qui pousserait les fonds je comprends la question, qui pousserait les fonds je dirais, à revoir leurs critères et à investir dans des sociétés un peu moins qualitatives. On en est vraiment très très loin. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui conditionne la fin de vie du fonds? Écoute, en fait, ce qui est extrêmement, enfin, un fonds, qu'est-ce qui conditionne la fin de vie? La société qui va être investie en année 5 va être vendue. Enfin, au bout d'un moment, il faut que le fonds rende le capital à ses investisseurs. Donc, il va liquider ses positions au fur et à mesure, et la fin de vie du fonds correspond à la liquidation des dernières positions, tout simplement. Merci beaucoup. Vous n'avez pas parlé de frais d'entrée. Est-ce qu'il y en a? Il y en a. Ça, il faudra voir avec votre conseiller. Mais oui, il y a des frais d'entrée. Vous pouvez avoir des frais d'entrée sur ce genre de produits qui sont à négocier avec votre conseiller. Peut-être une dernière question. Je rappelle qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais un conseiller vous recontactera pour répondre à votre question. Donc, une dernière question. Peut-on faire un parallèle entre le private equity et les FCPI ou FIP? Alors, on peut, mais dans un produit Altaroc, on est à des années-lumière de ce qu'on entend par FCPI et FIP. Là, on vous propose un fonds sur du growth et du buyout international avec des secteurs en croissance structurelle forte. Les produits avec une dimension fiscale, comme vous me décrivez, sont souvent des produits franco-français ou des produits qui investissent dans des sociétés de proximité. Donc, c'est pas du tout les mêmes stratégies. Et en plus, il y a cette carotte fiscale que l'on n'a pas, puisqu'on va chercher, nous, un portefeuille international avec une diversification autre. Merci beaucoup. Maxime, je te laisse conclure. Pour conclure, je vous rappelle que donc nous pouvons trouver aussi des équivalents en FCPR dans les différentes assurances vie et que ça sera l'objet d'un de nos autres webinaires à venir. Je vous invite donc à contacter votre conseiller pour répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu malheureusement répondre actuellement. Et je dis merci à Clément de nous avoir accompagnés sur ce sujet. Je vous dis tous à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.